le plateau des Glières fut occupé par de nombreux résistants. Ensemble, ils ont constitué une mini-société à la multitude de visages, de nationalités, d'idées, rassemblés autour d'un homme, Tom Morel. Théodose Morel, dit Tom, est militaire de carrière. Ses actions lors de la défense des Alpes contre les Italiens en 1940 lui vaudront une blessure, mais aussi la Croix de guerre et la Légion d'honneur, à seulement 25 ans. Pendant l'année 1941, il reste militaire dans l'armée d'armistice en tant qu'instructeur, puis il passe à la clandestinité. Il est nommé début 1944 chef des maquis de l'armée secrète de Haute-Savoie. La situation à ce moment est très tendue. L'Italie a capitulé et les forces alliées préparent le débarquement en France. Le régime de Vichy, de son côté, commence à prendre au sérieux la menace de la résistance haut-savoyarde en envoyant de plus en plus de forces dans le département. Mais heureusement pour les hommes de Tom, Londres a pris la décision d'armer les résistants des Alpes du Nord. L'enjeu est de taille pour le général de Gaulle, qui a beaucoup plaidé pour armer les maquis. Il faut montrer que les Français continuent la lutte dans l'Hexagone. Le plateau des Glières est choisi pour accueillir ces parachutages, et ce, pour de nombreuses raisons. Déjà, il y a plus de 2000 résistants en Haute-Savoie prêts à être armés. Les réseaux de résistance ne sont pas uniquement constitués de combattants. La logistique et la communication y sont aussi assurées par de nombreux habitants des vallées et notamment des femmes. Les sœurs Périès, par exemple, parcourent des centaines de kilomètres tout au long de la guerre. À pied, en vélo ou en train, elles transmettent des colis, de l'argent, des messages, mais font aussi passer la frontière suisse à des réfugiés, des résistants et même des aviateurs anglais. Elles risquent leur vie bien plus souvent que la plupart des Français à cette époque. Tom Morel dira même, dans un message adressé aux sœurs Périès, que tous les espoirs sont permis, tant qu'il y aura des filles de France pour faire ce que vous faites. Le choix du plateau des Glières est donc bien motivé par ces hommes et ces femmes, mais aussi par le terrain. Pour parachuter des armes en pleine nuit, avec les moyens de l'époque, il faut des repères. Or, un couvre-feu oblige les Français à éteindre toutes les lumières la nuit et plonge la France dans la nuit noire. Mais les soirs de pleine lune, il est facile de repérer les monts neigeux des Alpes ainsi que les étendues d'eau comme le lac Léman et le lac d'Annecy. De plus, Genève étant en Suisse, les lumières y restent allumées la nuit. Le grand plateau recouvert de neige des Glières devient une cible parfaite pour les aviateurs anglais. Grâce à son altitude de 1450 mètres, les résistants peuvent y allumer des feux dans certaines positions secrètes sans être vus pour indiquer leur position aux aviateurs. Ces largages doivent être impérativement faits pendant la pleine lune et la prochaine prévue est pour la semaine du 10 février. Dans ce contexte, Tom prend la décision de monter le plus tôt possible sur le plateau et de prévoir de le défendre le temps de recevoir les parachutages, mais de redescendre une fois le matériel réceptionné. Il monte donc dans la nuit du 30 au 31 janvier avec environ 150 résistants. Pour eux, c'est le moment qu'ils attendaient, le moment d'enfin prendre les armes. Malgré leur bel enthousiasme, la tâche est rude. Une montée dans la nuit en longue colonne chargée de matériel avec une seule lumière pour l'homme de tête. Mais ils ne sont pas perdus, car ils comptent sur la complicité d'agents des eaux et forêts qui connaissent bien ces montagnes. Comme Elie Muffat, ancien cadre du 27e BCA, qui monte avec eux sur le plateau. Tom avait vu juste car le département est déclaré en état de siège par Vichy dès le lendemain. Dans les jours qui suivent, les maquisards sont rejoints petit à petit par des hommes d'autres maquis AS, des francs-tireurs et partisans, et même un groupe de républicains espagnols. Au total, le maquis des Glières sera constitué d'un demi-millier de résistants. Ils vivent dans des chalets construits pour loger quelques paysans pendant l'été, mais pas autant d'hommes pendant un hiver aussi rude. Malgré ces conditions, un phénomène extraordinaire apparaît. Ce qu'on appellera plus tard l'esprit des Glières. Sous la direction de Tom, le moral est excellent. Il arrive à fédérer autour de lui des hommes de toutes confessions, de toutes idées et de toutes origines. En plus des Français et Espagnols, des Allemands, Polonais, Russes et Autrichiens prennent part à cette résistance. Malgré leurs divergences d'idées politiques, ils sont tous regroupés sous le drapeau français et la croix de Lorraine, ainsi que sous la même devise « Vivre libre ou mourir ». Tom dira même « Ici, il n'y a ni AS ni FTP, il y a l'armée française ». Ils chantent en chœur dans les chalets et travaillent de concert, suivant l'entraînement et la rigueur militaire dans ce désert gelé. Néanmoins, ils devront y rester plus longtemps que prévu.
car la pleine lune de février est finalement accompagnée d'un parachutage, mais bien plus petit que celui promis. Il faudra donc attendre la prochaine pleine lune, en mars. Heureusement, depuis le village de Toran, bon nombre d'hommes et de femmes aident le maquis. René Julliard et Alphonsine Sonnera vont acheminer beaucoup de messages et de courriers pour qu'ils soient ensuite transportés sur le plateau des Glières. Des agents des eaux et forêts, comme Marius Vézin ou Jean Babaz, ont contribué à ravitailler le maquis et à faire monter les jeunes sur les plateaux de Champ-Laitier et Glières. Malgré cette aide, les hommes des Glières restent isolés. Difficultés d'approvisionnement, accrochage avec les forces de Vichy, arrestation de maquisards. La situation s'envenime petit à petit jusqu'à la nuit fatidique du 9 au 10 mars 1944. Tom mène un assaut contre le poste de commandement des groupes mobiles de réserve, une des forces de répression vichistes. Malgré quelques coups de feu, l'opération est une réussite et le chef des GMR est à la merci de Tom Morel. Mais le commandant a sur lui une arme dissimulée et il abat à bout portant l'homme à la tête du maquis des Glières. Malgré l'effondrement des hommes devant le corps de Tom Morel, leurs efforts n'ont pas été vains. Car le vrombissement typique des avions anglais se fait entendre sur le plateau dès le lendemain. Ça y est, c'est le grand parachutage. Mais cette fois-ci, le moral est faible.